Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après de longs mois de bataille politique, l'installation du maire de Yaoundé 6, en l'absence du responsable politique du RDPC dans le Fundi, est-elle un signe de boycott et de déchirure profonde au sein du parti au pouvoir? Les classiques conservateurs du RDPC se trouvent fragilisés et les loups réformateurs du parti au pouvoir regaillardis après avoir transformé Yaoundé 6 en une scène de violente bataille pour le contrôle du RDPC, le parti au pouvoir. Analyse et décryptage à suivre en ouverture de ce journal. Le gouvernement est d'ores et déjà alerté d'une bombe sociale. Environ 800 jeunes étudiants victimes d'une fausse promesse d'intégration à la fonction publique en contrepartie d'une formation payée à 1 million de francs CFA dans une école classée aujourd'hui clandestine. Pourtant, elle avait fonctionné durant des années sans éveiller le moindre soupçon à Bafoussam. La colère des étudiants a secoué la capitale régionale de l'Ouest et se déporte vers Yaoundé. Enquête au cœur d'un scandale à Bafoussam. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'installation du maire de Yaoundé 6 ce vendredi, l'absence du responsable politique du RDPC dans le Fundi n'est pas passée inaperçue. Serait-ce un signe de boycott ou de déchirure profonde au sein du parti au pouvoir? Inquiète des risques élevés de troubles sociopolitiques, l'autorité administrative exhorte le nouvel exécutif municipal à tourner la page des querelles internes pour se concentrer sur le développement socio-économique de cet arrondissement. Des précisions avec Joël Sengue et Marcelin Gansop. Jusqu'au bout, la prise de fonction de Jarioki Onana a été riche en rebondissements. Elle a commencé avec 3 heures de retard et en l'absence de Gilbert Timi Evuna et de Esther Efa, respectivement déléguée départementale du RDPC dans le Fundi et candidate malheureuse à l'élection du 23 juin 2017. C'est vous qui me dites qu'elle n'est pas venue. Mais comme d'habitude, elle a toute mon affection, toute mon estime. Elle est membre et elle a beaucoup fait pour le Yaoundé 6. Elle a sa place dans Yaoundé 6. Aussi, tous les appels sont-ils allés dans le sens de l'apaisement, dans une logique d'enterrement de la hache de guerre. Tout est bien qui arrive à point et tout s'est bien passé. C'est le RDPC qui sort vainqueur et je pense qu'ils vont se mettre au travail pour le bien des populations. Le RDPC est un parti, ne l'oubliez jamais, de rassemblement. Après toutes les pages tristes que vous connaissez, nous pensons que l'heure est au rassemblement. Et l'heure est à l'action, à la nouvelle équipe municipale pour que, bien évidemment, elle puisse combler les attentes des populations de l'arrondissement de Yaoundé 6 qui ont beaucoup souffert des querelles de clocher entretenues par les fils de cette commune. Vous avez écouté, l'arrondissement souffre d'un très grave déchirement. Il y a beaucoup de blessures et nous allons essayer de déployer la petite grâce que Dieu a mis dans nos vies pour essayer de rassembler et repenser les douleurs, repenser les plaies, ressemer l'amour au sein des populations de Yaoundé 6. Voilà ce que je peux de façon personnelle apporter autour du maire Yoki Onana pour accomplir sa vision. Désormais revêtu de ses attributs de maire, Jarioki Onana a trouvé la force nécessaire pour lancer lui aussi un appel au rassemblement. Le temps de tourner la page d'un passé plus que douloureux. La polémique est restée en arrière et j'essaierai de me concentrer à améliorer les conditions de vie des populations de Yaoundé 6, à leur offrir un meilleur cadre de vie. Non, je n'ai jamais pensé à faire de la chasse aux sorcières. Je suis le maire de tout le monde. Je ne serai pas le maire des clans, des clivages. Je ne ferai pas la chasse aux sorcières. À 40 ans et 6 mois, Jarioki Onana hérite d'une commune qui tourne au ralenti depuis le 10 janvier 2017, date du décès de l'ancien maire, Paul Martin Lolo. Son installation ferme surtout la page d'un conflit ouvert avec Gilbert Timi Evuna, qui n'a pas digéré sa candidature, là où d'autres cadres du parti célèbrent plutôt la victoire de la démocratie. Passé le temps de l'euphorie,
Le nouvel exécutif municipal doit se mettre au travail afin de rattraper le retard pris dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et Paris. Le député RDPC Martin Oyono soutient le nouvel exécutif municipal de Yaoundé 6. Résident dans cet arrondissement, il salue la victoire de la démocratie et estime que c'est un signal fort à la veille des élections générales prévues en 2018. Je vous propose de l'écouter. Je suis citoyen de Yaoundé 6. Je suis fier d'être militant du RDPC et d'entretenir la vision du président national du RDPC. Parce que tout a été fait conformément au circulaire du président national qui demande aux municipalités, en cas de non-consensus, de pouvoir passer aux élections. Elles ont été faites, elles ont plébiscité quelqu'un sous la supervision de l'autorité administrative. Et je crois que la mairie a son exécutif qu'elle mérite en ordonnant l'installation. Le chef de l'État, parce que c'est lui qui est derrière tout ça, a voulu donner le ton et le cap que nous devons suivre. Et c'est pour cela que maintenant je suis serein, parce qu'en 2018, les gens devront se rappeler de Yaoundé 6 pour ne pas commettre les impairs que nous avons connus dans le passé. Au-delà de ce triomphe de la démocratie au sein du conseil municipal de Yaoundé 6, la victoire de Yoki Onana fragilise les caciques conservateurs du RDPC et regaillardit les loups réformateurs du parti au pouvoir. Cette bataille pour le contrôle de la mairie de Yaoundé 6 illustre les deux camps qui s'affrontent pour l'avenir du RDPC. C'est en tout cas l'analyse de Guy Zogo. L'histoire retiendra que c'est par l'entremise de Yoki Onana que la démocratie a repris sa marche à pas forcés au sein du RDPC. En s'obstinant becs et ongles à occuper son fauteuil de maire de la commune de Yaoundé 6, l'édile inflige un cinglant désaveu aux usages en cours au RDPC. Mieux, il dope l'idée démocratique dans ce parti où de la base au sommet, celle-ci est souvent réduite en un catéchisme que personne ne s'applique. De la sorte, le mandat du président national, candidat naturel à la présidentielle de 2018, a été reconduit via le bureau politique en esquivant la sanction du Congrès. Idem, les députés et les exécutifs municipaux ne sont pas toujours forcément le choix des militants. Pourtant, le RDPC se targue d'avoir introduit depuis 1986 les candidatures à choix multiples en son sein. En réalité, cette mutation est à bien des égards en trompe-l'œil. Le retour au multipartisme au forceps en 1991 avait donné un aperçu de cette aversion du parti au pouvoir pour la démocratie par des marches pour s'opposer au multipartisme à travers la République. Depuis lors, l'idéal démocratique est loin d'être la chose la mieux partagée au RDPC. En témoigne par exemple le sort réservé à quelques infortunés pour s'être portés candidats contre Paul Biya. Ce sont donc de véritables travaux d'Hercule qui démarrent avec le cas Yoki Onana. La conséquence immédiate de ceci risque bien d'être une vague déferlante des cas similaires après les échéances électorales à venir, de quoi donner froid au RDPC. La région de l'Ouest ne s'est pas encore remise d'une grogne d'environ 800 étudiants d'une école privée des eaux et forêts. Installés à Bafoussam, ils avaient manifesté leur colère contre les autorités administratives impliquées dans une supercherie visant à leur promettre l'intégration à la fonction publique en échange d'une formation payée à 1 million de francs CFA. Cependant, ce centre de formation a été épinglé parmi les écoles clandestines. Du coup, la formation et les diplômes sont sans une valeur légale. Les étudiants sont désemparés. Comment une telle école a-t-elle pu fonctionner durant de nombreuses années sans avoir une existence légale? Quel est le rôle trouble des pouvoirs publics dans cette affaire? Enquête signée d'Alaskana et Jean-Paul Fugnat. L'affaire est considérée comme un des scandales les plus retentissants dans la région de l'Ouest. Mieux, une arnaque à ciel ouvert des élèves admis dans un centre de formation, présenté comme l'école des eaux et forêts d'Afrique centrale.
725 candidats désormais dans la rue pour exiger la reconnaissance de leur diplôme de fin de formation. Moi je suis ici pour être un forestier demain. Bon, maintenant le problème est qu'on ne connaît pas nous. C'est l'école là-bas à Yaoundé. Bon, maintenant aujourd'hui, nous voulons que le problème là soit clair. On nous a berné pendant 8 mois. Au départ, on est venu à 5 forestiers. Maintenant, je me retrouve aujourd'hui. Centre de formation au métier de la foresterie. Maintenant, je rentre chez mes parents et je dis quoi? La pension, c'est 1 200 000. Parce que l'école, c'est 1 million et l'ordre, c'est 120 000. Ce qui leur met la puce à l'oreille, c'est un arrêté en vigueur du ministre des Forêts et de la Faune du 25 février 2016, classant leur école établissement clandestin non habilité à former des agents des eaux et forêts. Philippe Ngolengwese reconnaissant uniquement l'école nationale des eaux et forêts de Mbalmayo, les élèves grévistes ne sont point éligibles à un concours d'intégration à la fonction publique. Là est toute la source de leur colère. On nous a amené ces papiers aujourd'hui même. On nous a interdit de porter ces tenues-là. Les signes de forestiers, c'est nous. Depuis des mois donc, tous sont inquiets pour cet avenir incertain qui se profile à l'horizon. Saisissant à plusieurs reprises le gouverneur de la région de l'Ouest pour arbitrage, Awa Fonka Augustine avait confié le dossier à Joseph Tangwa Fauver, l'ancien préfet de la MIFI, aujourd'hui à la retraite. Un cas d'étude à la résolution au-dessus de ses compétences à l'époque des faits. Et les autorités de la ville voient comment on nous en a. Ils sont là. Ils nous disent qu'on va jusqu'à pour trouver la solution. C'est quel pays ça? Dépassé par la complexité de l'affaire, le nouveau préfet de la MIFI renvoie le colis piégé à son expéditeur, obligé de tenir une réunion de crise dans ses services. Awa Fonka Augustine leur offre 2 solutions à prendre ou à laisser. Récupérer la moitié d'1 million de francs de leur pension ou continuer la formation pour un diplôme clandestin. À travers la décision que le gouverneur a prise, personne parmi nous les étudiants n'est d'accord à continuer au nom du centre de formation professionnelle. Joint plusieurs fois au téléphone pour avoir ses motivations d'avoir recruté uniquement à l'extrême nord Cameroun, le promoteur, un certain révérend Serge Stéphane Kraté, n'a pu donner les raisons de sa tromperie sur la marchandise qu'il présentait à ses victimes comme l'école des eaux et forêts d'Afrique centrale. On ne peut pas continuer dans un centre de formation dans laquelle nous ne sommes pas venus, parce qu'en venant, on a d'abord fait le concours au nom des écoles des eaux et forêts d'Afrique centrale qui renvoie à la zone SEMA. Au lendemain de la grève, le gouverneur Awa Fonka Augustine aurait même envoyé les nouveaux sous-préfets et préfets calmer les grévistes en leur présentant un accord qu'auraient passé les ministres Zachary Perevet du Minefop et Philippe Ngolengwese des Forêts. On leur demande maintenant de nous remettre cette lettre qui a été envoyée, à ce qu'on voit vraiment qu'est-ce que la lettre dit exactement pour continuer cette formation. Le préfet dit que non, cette lettre ne doit pas être à notre disposition parce que ça a été destiné pour le gouverneur. Des interrogations persistent et pour trouver réponse, le gouverneur, dans sa fuite en avant, renvoie Equinox vers le nouveau préfet de la MIFI, en poste il y a à peine 1 mois. Et l'ancien sous-préfet de Bafia, connaissant ni tête ni queue du dossier, n'a pu recevoir les reporters. Parmi les questions sans réponse, comment un établissement clandestin connu de la plus haute autorité de la région a pu fonctionner en violation de la loi et qui a autorisé des instructeurs de l'armée d'initier ses élèves à la formation militaire et au maniement des armes? D'où proviennent les insignes et attributs militaires remis aux élèves grévistes? Et qu'adviendrait-il enfin si ces jeunes paramilitaires, en majorité originaires de l'extrême nord, sont oisifs dans une zone où Boko Haram recrute en permanence? Les élèves grévistes jurent cependant la main sur le cœur de frapper à toutes les portes pour avoir gain de cause. Les leaders ont rejoint Yaoundé en vue de rencontrer les autorités compétentes avant de saisir le Premier ministre et le Président de la République. C'est donc une affaire à suivre. Toujours dans le chapitre éducation, pour changer le destin des enfants autistes, le centre Orchidée Home se lance dans la promotion de l'éducation inclusive de ces enfants atteints du trouble du comportement. Reconnu d'utilité publique, ce centre vient d'ouvrir des instituts pour former des psychopédagogues en vue d'améliorer la prise en charge des personnes vulnérables. La promotrice de ce centre, Marie-Mélanie Bell, était face à la presse à Douala. Eric Ouattat et Donald Anouzwa. Cette rencontre avec la presse avait pour but de présenter l'Institut supérieur de psychopédagogie appliquée, en abrégé ISPPA, et le ML Coformation, 2 institutions propriétés du centre Orchidée Home qui vont former dans les carrières sociales.
La création de ces institutions de formation se justifie par le fait que dans notre environnement, d'abord pour nous qui avons des enfants en situation de handicap, pendant des années, voire des décennies, nous n'avons pas trouvé de professionnels sur place. Nous avons été obligés de faire venir les professionnels d'Europe. Et quels professionnels? Ce n'est pas des bacs plus 10 que des bacs plus 3. Hein? Et à un moment donné, on a dit qu'il fallait que ça s'arrête. Le centre Orchidée Homme, à travers cette batterie de formation, va aussi permettre aux professionnels de terrain de mettre en place des interventions adaptées aux problématiques des populations visées. Les débouchés sont là. Donc les professionnels vont sortir et enfin accompagner tous ces enfants en souffrance, tous ces établissements qui sont à la recherche de manière permanente des professionnels. Les institutions de formation d'Orchidée Homme, placées sous la tutelle académique de l'Université de Yaoundé 1, vont fonctionner dès la rentrée d'octobre prochain sur la base du système LMD, avec à la clé une licence pro en éducation spécialisée. Vous savez que le MLCEH formation, on y entre par concours, parce que c'est très sélectif, nous n'avons que 15 places. Le premier concours est prévu la semaine prochaine, le 23 août, et le prochain concours est prévu le 10 septembre. L'Institut supérieur de psychopédagogie appliquée, l'ISPPA, il y a juste un jury qui va entretenir les candidats pour savoir quel est le bon candidat, parce que c'est quand même un métier assez difficile, il faut être stable dans sa tête. Pour mémoire, le centre Orchidée Homme œuvre pour la promotion de l'éducation inclusive des enfants et adolescents atteints de troubles envahissants du développement et en particulier avec l'autisme. Un risque élevé d'électrocution plane sur le quotidien des populations résidentes dans un quartier du 2e arrondissement de Douala. Elles côtoient des câbles électriques sur la route et les toits de leur maison. Des poteaux défectueux ont cédé sur l'effet des intempéries et de nombreux câbles électriques constituent une obstruction sur la voie publique. C'est le constat que font Equa Claude et Flavien Valodongo dans ce reportage. Des poteaux électriques cassés et en position de chute. Des câbles électriques qui pendent. Le risque d'électrocution des populations est permanent, surtout en cette période de pluie. Parce que quand un câble est blessé comme ça, quand il pleut comme ça peut tomber au sol là. Et quand ça tombe, si un enfant est là à côté, quand il pleut, la terre va trembler. Et il y aura un peu les morts dans le quartier. Le spectacle se déroule au lieu dit derrière ancien Solen Kololuna Douala. La jeunesse de ce quartier n'a plus droit au jeu, de peur de se faire électrocuter. Des gros porteurs qui empruntent la ruelle face à l'obstacle sont obligés de faire demi-tour parce qu'un câble blessé barre le passage. La situation dure depuis des jours dans cette partie de la ville. Ce câble est suspendu selon depuis 3 semaines aujourd'hui. Nous avons signalé à la SONEL, ils n'ont pas réagi. Nous avons déposé les requêtes, ils n'ont pas réagi. Je ne sais pas si c'est quand la mort va se passer que l'eau va passer au quartier, je ne sais pas. Et ce câble est suspendu comme ça, qu'une voiture ne peut circuler ici. À l'image des toiles d'araignée, la ville de Douala est envahie par des câbles électriques qui inondent l'espace aérien des rues et quartiers de la capitale économique. Tout ceci sous le regard des responsables de l'entreprise chargée de gérer l'énergie électrique au Cameroun. Le COCAN Cameroun 2019 peaufine sa stratégie et ses arguments pour convaincre la mission d'inspection de la CAF sur le niveau de préparation du Cameroun. La première évaluation est prévue du 20 au 28 août prochain sur l'ensemble des sites retenus pour cette compétition prévue en 2019. Et en plus du dossier technique du Cameroun, le COCAN multiplie les concertations pour permettre et pour faire bonne figure durant le séjour de cette mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Élisée Bogba et Ike Cyril. Le Cameroun affûte ses armes en attendant la mission de la Confédération africaine de football. Une séance de simulation de la présentation qui sera faite devant les inspecteurs de la CAF a eu lieu à Yaoundé, avec à la manœuvre le président de la Fédération camerounaise de football. Toutes les infrastructures à présenter à la... Le programme indicatif prévoit de commencer par Yaoundé, après on passera par Garoua, Bafoussam, Douala, Limbe Boya et
Après, retour à Yaoundé pour le débriefing et puis départ de la délégation. Dans chacun des 6 sites, les inspecteurs de la CAF découvriront l'offre camerounaise en matière d'infrastructures sportives, d'infrastructures routières, hospitalières, aéroportuaires, hôtelières, etc. Pour le comité d'organisation, la presse aura un rôle majeur à jouer au cours des différentes présentations. Sur tout cet itinéraire, naturellement, la presse est appelée la presse nationale, internationale, est appelée à assurer cette couverture. Elle le fera dans le respect des modalités qui seront fixées par la CAF. Nous allons proposer à la présidence de notre comité central d'organisation de faciliter les déplacements des journalistes qui voudraient se rendre à l'aéroport international de Simalène. Et ensuite, il faudra suivre, n'est-ce pas, la délégation dans ces différentes étapes. Mais c'est une presse accusée parfois, à tort ou à raison, de diffuser les informations, même les plus confidentielles. Sans la bâillonner cette fois, le comité d'organisation invite la presse à faire preuve de patriotisme. Il ne faudrait pas attendre du collaborateur du ministre de la Communication, qui se trouve être le président de la commission de la communication, de dire à la presse ce qu'elle doit faire en termes de travail journalistique. Mais notre pays est engagé, n'est-ce pas, dans un projet d'envergure qui, n'est-ce pas, implique que toutes les forces vives puissent converger vers l'atteinte de cet objectif. Je pense que s'il y a des choses à dire, il faut les dire. Mais s'il faut les dire, il faut les dire avec exactitude. Selon le nouveau cahier des charges de la CAF, le Cameroun doit fournir un minimum de 6 stades de compétition, 12 stades d'entraînement, des hôtels 4 étoiles au moins dans chaque ville et bien d'autres. La liste de toutes ces infrastructures a été préparée et sera présentée aux inspecteurs de la Confédération africaine de football qui apprécieront. Qui sont ces experts chargés de la mission d'inspection et d'évaluation du niveau de préparation du Cameroun, pays hôte de la CAN 2019? Élément de réponse avec Emos Fongo et Nana Paul Sabin. Dame Ali Mohamed Arafa, cette femme d'autorité qui dirige avec fermeté depuis 4 ans la division des compétitions de la Confédération africaine de football, est à la tête de la mission d'inspection de la CAF qui arrive ce week-end à Yaoundé. La délégation est constituée de 6 personnes, donc un expert du cabinet indépendant d'audit Price Waterhouse de renommée internationale. Les missionnaires de la CAF ne séjournent pas au pays d'Issa Hayatou pour une partie de plaisir. Une semaine durant, Ali Mohamed Arafa et compagnie vont passer au peigne fin et évaluer les infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières que le Cameroun propose de construire ou de mettre à jour pour abriter la phase finale de la CAN 2019. Les délégués de la CAF commencent leur tournée nationale par la ville de Yaoundé, où du lundi 21 au mardi 22 août, 2 stades, 3 terrains d'entraînement, 4 hôpitaux, un aéroport international, 5 hôtels et un centre de production TV seront passés en revue. Ensuite, cap sur Garoua par vol spécial pour la 3e étape de cette visite d'inspection qui portera un regard critique dans le chef-lieu de la région du Nord sur un stade, 5 terrains d'entraînement, un hôpital, un aéroport et 3 hôtels. L'équipe conduite par Ali Mohamed Arafa est attendue à Bafoussam le jeudi 24 août pour inspecter un stade, 2 hôpitaux, un aéroport et 4 hôtels éparpillés dans les villages Bangou, Bamungum, Bouda et Banjoun. Ces inspecteurs passeront ensuite 3 jours du vendredi 25 au dimanche 27 août entre Douala, Boya et Limbé pour visiter un total de 2 stades, 8 terrains d'entraînement, 8 hôtels, 4 hôpitaux et un aéroport, celui de la capitale économique. La mission d'inspection de la CAF boucle son séjour au Cameroun
par une audience chez le Premier ministre, chef du gouvernement, et elle assistera également à une soirée culturelle organisée à l'hôtel Hilton de Yaoundé par le comité local, l'organisation de la CAN 2019. Les pouvoirs publics camerounais qui redoutent le rapport de la mission Ali Mohamed Arafa seront fixés sur les appréciations des inspecteurs lors de la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF programmée au mois de septembre 2017. Comment le COCAN Cameroun 2019 peut-il réussir ce premier test de la mission d'inspection de la CAF attendue du 20 au 28 août prochain dans le pays? Je vous invite à suivre l'éclairage des experts invités sur Horizon Sport, émission à suivre ce soir sur Equinox Télévision, Horizon Sport présenté par Hervé Kemnieux. Mais avant, le grand rendez-vous de l'économie, c'est sur Equinox Télévision, juste après ce journal. Merci de rester sur cette même antenne.